pour cette fin de matinée avec une plénière de clôture sur l'impact des normes. Arnaud Eto, je vous laisse continuer. Merci Christophe. Donc après avoir fait 2 ateliers débat, le premier sur le choix du PE et le second sur le choix des éléments préfabriqués béton pour les réseaux durables, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Julien, directrice de Est Ensemble, et Maxime Roger, directeur de la division EO du CSTB. Merci tout d'abord à vous, Christelle et Maxime, de prendre le temps de venir avec nous faire le point sur cette matinée consacrée au choix des matériaux sur les réseaux et ouvrages d'eau et assainissement. Donc, vous, Christelle, vous êtes de formation ingénieur, vous avez géré un bureau d'études, vous avez dirigé plusieurs équipes dans des services eau et assainissement. Je pense notamment à la communauté d'agglomération du Pays de l'Ain. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes à la direction eau et assainissement de Est Ensemble. Et vous, Maxime, qui êtes aussi ingénieur et qui avez débuté votre carrière au CSTB depuis 2009 pour successivement prendre direction de plusieurs services, aujourd'hui à la direction eau du CSTB. J'aimerais avec vous qu'on fasse un peu le bilan de cette matinée sur le choix des matériaux, et je voudrais m'appuyer sur votre vécu et votre implication dans l'industrie pour qu'on puisse clore cette matinée. Et avant tout, je voudrais d'abord donner la parole à Christelle pour que vous puissiez nous donner un peu un aperçu de votre organisation chez Est Ensemble, nous donner un peu qui vous êtes, comment vous fonctionnez, à la fois pour l'eau et à la fois pour l'assainissement. Très bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis directrice de l'eau et de l'assainissement chez Est Ensemble. Alors, Est Ensemble, c'est une particularité en fait de la région parisienne. La métropole du Grand Paris est une tellement grosse collectivité qu'en fait, elle est séparée en 12 morceaux, la ville de Paris et 11 établissements publics territoriaux. On est quasiment comme une communauté d'agglomération. Alors, en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes missions. Mais pour ce qui nous concerne en eau et en assainissement, les 11 EPT ont cette compétence. Peu exercent la compétence d'eau potable, puisqu'en fait, elle est principalement exercée par le syndicat des eaux de la région Île-de-France, le CEDIF. Et puis, par contre, quasiment tous les EPT gèrent la compétence assainissement. Alors, pour nous, Est Ensemble, donc 9 communes, 9 villes d'ailleurs, 430 000 habitants. Un territoire qui voit sa population augmenter tous les jours. C'est vraiment un territoire un petit peu particulier. Nous avons la compétence et nous l'exerçons, la compétence eau potable depuis 1 an, depuis donc, le 1er janvier 2021. Et nous passons en régie, puisque ça a déjà été annoncé dans les journaux, au 1er janvier 2024, nous serons en régie. Actuellement, nous avons encore un délégataire. Et puis, en assainissement, nous avons la compétence au niveau d'Est Ensemble depuis 12 ans maintenant. À l'origine, c'était une communauté d'agglomération et nous sommes en régie. Moi, j'ai intégré Est Ensemble il y a 1 an et demi et j'ai trouvé une équipe qui fonctionnait sur le choix des matériaux. Bien, on va le voir avec un peu ce qui se passe au niveau national. Et je crois que justement, mon réseau d'eau avait fait un sondage par rapport à ça. Je vous propose qu'on le regarde et je vous expliquerai sur Est Ensemble un petit peu comment ça se passe. Oui, tout à fait, Christelle, merci de faire le lien avec la deuxième partie sur les constats que l'on a pu faire ensemble en préparant cette réunion. Et on a repris le sondage sur les sujets les plus préoccupants et les contraintes les plus impactantes dans le choix des matériaux. Et le premier élément qui était sorti, qu'on a expliqué en plénière d'ouverture, c'est le manque d'informations techniques et de retour d'expérience à 33% environ d'entre vous, qui étaient avec le poids des habitudes, des usages, l'imposition faite par des choix politiques pour ensuite être contraint par des ressources budgétaires. Donc, et ça, je crois, Christelle, que c'est quelque chose que vous actez, vous confirmez de votre côté. Tout à fait. Alors, sauf que nous n'avons pas chez Est Ensemble, alors j'ai un peu honte de le dire parce que c'est normalement pas ce qu'on entend de la part des collectivités, mais nous n'avons pas de problème budgétaire, ni en eau, ni en assainissement.
Donc, ça n'est pas un critère chez nous. Par contre, effectivement, j'ai constaté les 2 premiers qui ressortent dans ce sondage, que j'ai aussi beaucoup dans mon équipe, une politique d'habitude. C'est-à-dire qu'on a toujours fait comme ça, ou quand je suis arrivée chez Est Ensemble, on faisait comme ça, on prenait ces matériaux, et donc on continue de prendre ces matériaux sans se poser la question. Et puis derrière, quelque chose qui me sidère et qui me désole, c'est aussi le manque d'information. C'est-à-dire même ceux qui, dans l'équipe, ont pu avoir des retours très positifs ou alors très négatifs sur certains matériaux ou sur certains chantiers, n'en profitent pas pour informer leurs collègues, pour éventuellement essayer de débriefer dessus, de savoir ce pourquoi ce chantier ou ce matériau n'a pas donné satisfaction. Ce n'est pas forcément le matériau qui est à mettre en cause, ça peut être aussi les techniques de pose, le fait qu'il n'était pas adapté au chantier, à l'endroit où il a été mis en œuvre. Et c'est quelque chose que que j'ai constaté. Donc, ça fait partie des modifications que j'ai mis en place depuis 1 an et demi, déjà sur la partie information, retour d'expérience, en demandant à ce que quand les fournisseurs passaient nous voir, eh bien, ils s'adressent à la totalité de l'équipe et non pas seulement aux responsables des différents pôles, que ce soit le pôle travaux ou la partie exploitation. Et puis, derrière, eh bien, de changer les habitudes pour essayer de réfléchir un peu mieux à quel matériau pour quel endroit. Et pour juste vous montrer à quel point le poids de l'habitude ou de la politique était important, quand je suis arrivée, nous avions déjà des maîtres d'œuvre qui étaient là, par exemple, en assainissement, à qui j'ai posé très bêtement la question lorsqu'ils m'ont proposé leur premier projet en disant « Mais pourquoi vous avez choisi ce matériau ou ces matériaux ?» Et la réponse a été « Mais on ne comprend pas parce que chez Est Ensemble, depuis des années, on pose ce matériau. » Donc, là aussi, j'alerte, et c'est mon rôle de maître d'ouvrage, mais je voudrais aussi alerter les maîtres d'œuvre. Vous avez, en tant que maître d'œuvre, une responsabilité sur le choix et la préconisation de matériaux. On va parler tout à l'heure, et juste après, des normes, des CCTP, etc. Mais c'est bien le maître d'œuvre qui porte cette responsabilité de proposer ces matériaux. Et le juste critère mais c'est habituellement celui que l'établissement ou la collectivité utilise n'est pas un bon critère. En tout cas, ça n'est pas celui, et ça n'est plus celui qui est retenu chez nous. Et je pense que c'est important de le dire, soyons responsables et proposons, réfléchissons au choix du meilleur matériau, au meilleur endroit et avec les conditions de pose qui s'imposent derrière. Merci Christelle. Maxime, je vais vous avez des constats, vous, à partager au niveau du CSTB. Je vous laisse nous donner un peu vos remarques sur la situation. Oui, je vais prendre le temps de vous partager quelques éléments quantitatifs. Alors, c'est des chiffres qu'on a peut-être vus dans d'autres formes pendant les présentations de ce matin. Le taux de renouvellement des réseaux, ce qu'on voit à l'échelle que ce soit de la totalité du réseau ou du réseau d'assainissement, c'est que l'investissement qui est consenti par les collectivités pour renouveler le parc ne permet pas de renouveler le parc en moins de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Quand on sait qu'on a des produits, que ce soit les tubes ou les différents raccords, qui sont conventionnellement testés pour être en œuvre pendant 25, 50 ans et qu'en fait, il reste 100 ans, voire plus, là, on est face à un petit peu une équation qui ne trouve pas de réponse. Comment on fait pour renouveler le parc? Comment on fait pour choisir des produits quand on fait du neuf pour qu'ils soient durables dans ces proportions-là? Et ça pose la question aussi des stratégies des différentes collectivités quand on fait de l'étalement urbain, quand on viabilise une nouvelle parcelle, des nouveaux hectares de terres à urbaniser. De facto, on rajoute une petite couche par rapport à ce parc, à ce patrimoine qu'il faut entretenir. Donc, il y a un vrai sujet lié au choix de la durabilité, à la durabilité des produits et des ouvrages. Et donc, tout ce qu'on a pu entendre ce matin, que ce soit sur les différentes étapes de contrôle qualité entre le produit, l'ouvrage et la vie en œuvre du réseau, c'est vraiment dimensionnant par rapport à ça. Ça peut conduire à des sinistres assez spectaculaires. Dans certaines villes, on a vu à Marseille et à Bordeaux les fuites du réseau d'assainissement qui conduisent à des effondrements de bâtiments. On a aussi la question de la gestion de la ressource en eau. On a aussi la question de l'évolution des conditions climatiques qui font que les sols et le dimensionnement qu'on fait aujourd'hui, sera-t-il encore valable dans 20 ans, 30 ans, voire plus? Beaucoup de questions. Donc, rien qu'à ce stade, je vous partage quelques informations. C'est-à-dire que
Nous, dans nos laboratoires, au CSTB, on teste des produits qui font l'objet de certification, donc des produits de fabricants qui ont choisi de faire contrôler leur production en usine, des produits qui sont parfois mis en œuvre en rénovation, où là, c'est l'entreprise de pose qui fait l'objet d'un contrôle au moment de la rénovation d'une canalisation. Et vous voyez que sur nos labos, sur ces acteurs qui sont déjà engagés dans une démarche qualité, on a des taux de non-conformité qui sont quand même assez importants, entre 15 et 25%. Donc voilà, on touche du doigt le fait qu'il y a un vrai sujet. Si on veut des ouvrages de qualité, si on veut des réseaux durables, il faut se pencher sur ces questions de contrôle qualité. Si les gens qui font l'effort de se mettre dans ces démarches qualité présentent ces taux de non-conformité, on peut se poser la question de ce qu'il y a à côté, auprès des acteurs qui ne sont pas dans ces démarches qualité. Et l'ensemble de la chaîne est concerné. Et le point de départ, c'est quand même le maître d'ouvrage et effectivement le maître d'œuvre qui vont prescrire dans les CCTP des niveaux d'exigence sur le choix des produits, sur la qualité de la mise en œuvre et sur finalement la conception, la réalisation et l'exploitation de ce réseau. D'ailleurs, vous avez une équation pour un ouvrage de qualité, vous l'avez schématisé ici. Alors là, je vais pas trop m'étaler parce que c'est ce qu'a présenté mon confrère du CERIP. Tout commence par le choix du produit, des produits, parce qu'on n'a pas qu'un tube, on n'a pas qu'un seul type de raccord, c'est bien un assemblage de produits et des conditions de mise en œuvre qui vont conduire à un ouvrage de qualité. Et pour avoir un ouvrage de qualité, il faut vraiment réunir beaucoup de conditions, des produits de qualité d'une part, une conception de qualité, une mise en œuvre de qualité. Ce sont des conditions nécessaires à la réussite, à la tenue d'un ouvrage dans le temps. Ouais. Avec les corollaires, avec les règles de construction, avec les fascicules et les DTU que l'on connaît. Effectivement, on les a beaucoup abordés tout à l'heure dans l'atelier avec le CIRIB, alors, qui s'attachait sur l'assainissement, mais le pendant existe aussi pour le domaine de l'eau potable, donc avec le fascicule 71. Je vais prendre le temps peut-être de… Ça a été dit en commentaire de la présentation du CIRIB, mais il faut revenir un peu aux fondamentaux. Ces normes, elles sont faites par les parties intéressées, elles ne sont pas faites que par les industriels, elles ne sont pas faites que par les centres, les labos et les centres techniques, elles sont vraiment faites par les parties intéressées et notamment les collectivités qui s'impliquent dans les travaux de rédaction avec l'AST. La base, ce sont ces normes de conception et de mise en œuvre des ouvrages, donc les fascicules 70-71. Déjà, si on ne serait-ce que référence ces fascicules et qu'on les applique, on résout déjà énormément de problèmes. Les DTU, très clairement, c'est pour un petit point pour l'ANC, là, c'est l'équivalent de ces fascicules pour les marchés relatifs à l'assainissement non collectif. Ça, c'est la définition de ce que c'est qu'un ouvrage standard qui doit répondre à des niveaux de qualité standardisés et reconnus comme tels par l'ensemble des parties intéressées. C'est l'expérience reconnue et réussie de l'ensemble des parties prenantes de ces ouvrages. Ça ne veut pas dire que ça se projette dans le futur, mais en tout cas, c'est déjà vraiment le socle pour réussir des ouvrages de qualité aujourd'hui. Ensuite, on va avoir tout ce qui est dans l'innovation. Donc là, ce n'est pas forcément cadré par ces normes, mais il existe d'autres types de textes, les avis techniques, les DTA. Ce sont d'autres référentiels qui permettent de faire des ouvrages de qualité pour des systèmes ou des produits qui sont innovants, parce que les normes ne sont pas là pour empêcher l'innovation, elles définissent vraiment le socle et le référentiel sur lequel on va pouvoir s'appuyer aussi pour évaluer l'innovation. Ces règles-là, c'est le point de départ d'un échange de confiance, d'un marché qui se fait en confiance entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, fournisseur de produits. Voilà, donc c'est vraiment tout, ça chaîne vraiment toute la confiance entre les acteurs. Je me permets juste de compléter en rappelant que pour les collectivités publiques, il y a l'obligation de faire référence aux normes lorsqu'elles existent. Donc, lorsqu'elles existent, puisqu'on l'a dit, certains produits encore, parce qu'ils sont novateurs, ne sont pas encore titulaires de normes, etc. Mais je rappelle que pour les collectivités territoriales, il y a obligation de faire référence aux normes et qu'on ne peut pas y déroger. Ça, c'est réglementaire. C'est réglementaire, tout à fait. Alors, au-delà de ces normes, parce que ces normes vont demander un certain niveau d'exigence sur des produits, sur la réception, sur les ouvrages, il y a la question de comment je fais pour m'y retrouver et choisir des produits qui vont répondre à ces exigences. Là aussi, sans rentrer dans le détail, puisque le CIRIB a fait une bonne présentation. La certification, c'est l'engagement d'une tierce partie qui vient apporter la preuve que les performances sont au rendez-vous sur le chantier. Ça permet d'alléger un certain nombre de contrôles
qui sont faits par l'organisme certificateur. Et lorsque le produit n'est pas certifié, ces contrôles doivent être réalisés par l'entreprise ou par le maître d'ouvrage au moment de la réalisation du chantier. Donc, en fait, le choix des produits certifiés, c'est le choix, d'un certain nombre de garanties et d'une facilitation du suivi de la qualité des produits depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre. À ce sujet, Maxime, je tiens à vous rassurer, puisque lors du sondage qu'on a réalisé pour préparer cette matinale de l'eau, on a posé cette question justement sur les marques de qualité dans le choix des matériaux, l'importance qu'elles peuvent avoir. Et donc, 65,6% des gens ont répondu jugeaient qu'elle était beaucoup et très importante, avec une note de 4 à 5 sur 5. Donc, ça doit vous réassurer que cette notion de qualité et de marque de certification est déjà présente dans les esprits. Avec quand même, je me permets moi, côté mauvais esprit, pour l'avoir constaté sur mes équipes et sur mes autres équipes avant, je ne suis pas complètement sûre que tout le monde sache exactement ce que sont ces marques de qualité. C'est-à-dire que très souvent, les gens font la confusion, mais je crois qu'on va en reparler, entre ce qu'est la norme et ce qu'est la marque. Et peu de gens, en tout cas, ou alors je n'ai jamais eu de chance, mais en tout cas, dans toutes les équipes que j'ai eues jusqu'à maintenant, peu étaient capables de faire la différence entre les deux. J'ai l'impression que la transition est toute faite, puisque ça doit être… N'est-ce pas ? Juste oui, puisque on va dire que c'est préparé. Mais effectivement, là, Maxime, vous avez un peu de pédagogie à faire. Je vais répéter, effectivement, je crois que mon collègue du CERIG a dit la même chose. Il y a une confusion. Alors, c'est l'image de la marque NF qui crée un peu cette confusion. NF, c'est ce qu'il y a sur les normes. NF, c'est ce qu'il y a en marque de qualité. Ce n'est pas la seule marque de qualité qui existe au demeurant, mais il y a une différence entre la norme et la marque de qualité. La norme, ça définit les méthodes standards pour caractériser les performances d'un produit. C'est un cahier des charges, finalement. La marque de qualité, c'est la garantie qu'un organisme tiers est venu vérifier que les performances déclarées par un fabricant ou un fournisseur étaient conformes à la norme en question. Donc, on a vraiment des engagements forts de la part des fournisseurs dans cette affaire-là, un engagement du contrôle de la qualité de la production, du contrôle continu, c'est-à-dire que le fabricant s'engage à mettre sur le marché un produit qui a des performances annoncées et met en place un contrôle qualité pour s'assurer de la constance de la production. Et c'est vérifié par une tierce partie indépendante, accréditée. Des organismes de certification, il y en a plusieurs selon les produits. Il y a le CSTB, le LNE, le CERI, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais selon les types de produits des organismes certificateurs, il en existe plusieurs en France et à l'échelle européenne aussi, naturellement. Donc là, c'est très simple. En fait, quand vous avez un doute, il suffit d'aller télécharger le certificat. Les certificats sont nécessairement public. Si le certificat n'est pas public ou s'il n'est pas trouvable, c'est qu'il y a anguille sous roche. Les organismes certificateurs ont l'obligation de publier les certificats qu'ils existent. Voilà. Et comment vous expliquez, là je vais prendre un peu plus de hauteur, là je vais parler au marché européen, le poids des marques de qualité varie en fonction des pays. Je pense à l'Allemagne, le DEFA-GV est une marque de qualité qui est très, très, très suivi, très reconnu et imposé dans 99% des cas sur les chantiers. Alors qu'en France, j'ai l'impression quand même que la marque de qualité NF, elle est moins prégnante, moins utilisée. Est-ce que vous confirmez mon sentiment ou est-ce qu'on est sur une différence de culture, d'approche, côté latin, le côté… Et comment est-ce que vous pouvez infirmer ou confirmer ce que je dis ? Alors, je ne pourrais pas comparer le retour d'expérience terrain. Ce que je sais, c'est qu'en termes de contenu, les marques du DEFA ou GAV ou d'autres organismes européens, la marque NF ou les autres marques comme la marque QB qui couvre aussi un certain nombre de produits en France, ont le même niveau, on va dire, de garantie. En général, quand il y a une marque de qualité, il y a quelques subtilités, mais il y a toujours un contrôle du suivi qualité en usine, des contrôles réguliers, périodiques. Alors après, la fréquence peut varier d'un organisme à l'autre, mais il y a toujours des audits de suivi qui sont réalisés sur les sites de fabrication avec des contrôles du système qualité, des prélèvements de produits et des essais tierces parties sur ces produits. Les fascicules, en France, 70-71, font référence au suivi qualité des produits et citent en exemple les marques NF et QB.
il ne suffit pas forcément la marque DFA ou GV, mais de toute façon, il y a un principe d'équivalence qui fonctionne sur tout le territoire européen. Donc, il n'y a pas d'explication au niveau technico-réglementaire qui justifie que les Allemands prescrivent plus la marque DFA ou GV que les Français la marque NF. Par contre, effectivement, je ne suis pas convaincu que toutes les collectivités fassent correctement référence aux fascicules et à leurs dernières évolutions. La dernière évolution des fascicules, elle date de 2021. Est-ce que tous les CCTP sont à jour dans les collectivités? Là, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas de retour d'expérience quantitatif là-dessus. Christelle, peut-être oui. un commentaire? Un commentaire. Alors moi, je pense qu'il y a un gros problème de formation et d'information au sein des collectivités. Et je vais être désagréable. Alors, j'ai été maître d'œuvre pendant très longtemps, donc je vais me permettre de le dire, et aussi au sein de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, il y a trop peu de formation et d'information. Et puis après, il y a ce problème en français de confondre la marque et la norme, vraiment. Et moi, à chaque fois, j'insiste auprès de mes équipes en me disant, attention, la norme, elle est là, elle est obligatoire. Par contre, demandons la marque lorsqu'elle existe. Elle n'existe pas pour tous les produits, mais elle peut exister pour un certain nombre de produits. Et c'est important. Je voudrais d'ailleurs rappeler deux choses sur la marque. C'est aussi une façon, il ne faut pas se voiler la face, de privilégier nos industriels, ou en tout cas ceux qui vendent beaucoup en France, parce que ceux qui ont fait l'effort d'avoir une marque de qualité, eh bien, ce sont ceux qui espèrent rentrer sur le marché français. Et donc, ce sont d'abord les Français qui le font. Et ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir promouvoir nos entreprises quand on le peut. Et puis, il faut aussi rappeler que la marque de qualité, c'est en général plus que la norme. C'est-à-dire que dans une marque de qualité, vous avez des prescriptions supérieures à la norme. C'est-à-dire que vous avez un produit qui va encore plus loin sur, je ne sais pas, je pense à certains produits avec de la base béton, etc., où vous avez de la fissuration admissible qui est bien inférieure, etc. Donc, vous avez quand même des critères de qualité supérieure et c'est important de former les collectivités, mais aussi les bureaux d'études sur cette différence et sur le fait qu'on peut, sans problème, et c'est d'ailleurs largement conseillé par la réglementation française, de promouvoir les marques de qualité lorsqu'elles existent. Et on l'oublie très souvent. Tout à fait. Merci de rappeler cela. Vous avez voulu, Maxime, juste rappeler, donner quelques astuces pour s'y retrouver. Oui, alors même si ça peut faire un peu réclame, c'est clairement une illustration de ce que vient de dire Madame Julien. Il faut se former, il faut se tenir au courant des évolutions techniques, réglementaires et normatives. Pour ça, il y a un organisme qui est un peu clé quand même, c'est l'ASTE, qui permet de veiller un peu à toutes ces évolutions, ne serait-ce qu'au niveau des fascicules. Il faut se former et pour ça, je vous ai cité l'organisme CSTB Formation, c'est régulièrement des experts des labos qui contribuent à ces textes, qui vont vous l'expliquer de manière très concrète et très technique, pourquoi telle prescription, pourquoi telle évolution dans le texte et ce à quoi il faut faire attention lorsqu'on réalise un CCTP ou qu'on suit des travaux de canalisation. Donc la formation, elle existe sur les catalogues des organismes de formation, il faut pouvoir l'utiliser. Et puis enfin, un dernier petit message. On a parlé de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Les maîtres d'œuvre qui rédigent les CCTP, un bon moyen d'être toujours à jour, c'est d'utiliser des produits comme le produit Bâti CCTP. Bâti CCTP, c'est simple, c'est un logiciel qui permet de récupérer des clauses types de CCTP par type d'ouvrage, nécessairement à jour, puisqu'il est entretenu justement avec la veille réglementaire qu'organise le CSTB sur tous les textes normatifs de tous les corps d'État, bâtiments et travaux publics. Et donc là, je vous ai mis l'information que c'était gratuit. Il y a une offre d'essai qui permet pendant 15 jours de mettre les mains dedans et de récupérer les clauses types dont on a besoin. Si vous l'utilisez que 15 jours, à minima, vous aurez récupéré les dernières clauses les plus à jour. Donc, ce sera toujours ça de gagner. Mais en l'occurrence, ça peut aider les bureaux d'études et les maîtres d'œuvre à aussi avoir des CCTP de qualité sans se compliquer la vie à aller chercher toute cette veille documentaire pour être sûr d'être à jour. Oui, parce que justement, on va se poser la question de comment faire évoluer les choses. Et on a intéressant avec le travail que vous faites chez Est Ensemble, vous avez établi ce que vous appelez un budget vert. Oui.
Donc, effectivement, au niveau de la collectivité, nous avons mis en place il y a plus d'un an maintenant, puisque c'est l'année dernière, c'était les premiers tests, hein, donc 2021, et donc 2022, le budget de la collectivité, qui d'ailleurs sera voté la semaine prochaine, est présenté aussi sous forme d'un budget vert. Donc, c'est effectivement quelque chose que l'on a mis en place, qui s'applique à tous les services, toutes les directions d'Est Ensemble, donc dans tous les projets alors d'aménagement et de travaux, mais aussi sur des réflexions plus globales au sein du territoire, pour savoir comment chaque politique ou chaque projet va aller dans le sens de, eh bien, je vais dire, allez, façon plus simple, mieux pour la planète et mieux pour le climat. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous allez remettre en cause vos critères de choix et, en tous les cas, prouver le bien fondé de vos choix avec des éléments factuels. Tout à fait. Alors, les premiers, je vais parler de notre expérience sur la partie eau et assainissement. Les premiers résultats n'ont pas été concluants parce qu'en fait, le budget vert tel qu'il a été développé par mes collègues l'année dernière, c'est beaucoup axé autour des gaz à effet de serre. Et malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, nous, sur la partie eau et assainissement, on a des taux de renouvellement et on a mis en place une politique de renouvellement très importante. Je vais quand même vous donner nos taux à comparer par ceux qui ont été proposés par M. Roger. Nous, on est sur l'eau usée à un taux de renouvellement de 1%. Et c'est continue, c'est-à-dire que ce n'est pas juste on a décidé là, c'est depuis très longtemps, on est aux alentours de 0,8 et on essaie de passer à 1. Et sur l'eau potable, alors on n'a pas de vrai taux pour l'instant parce qu'on n'avait pas les taux de nos territoires, puisque je vous ai expliqué, on faisait partie d'un grand syndicat qui ne disposait pas de données territorialisées. Mais sur l'eau potable, pour rattraper un certain nombre de retards, nous sommes engagés actuellement sur un projet de 1,6% de renouvellement sur les années qui viennent. Donc, on est sur des taux très importants. Et donc, nous avons commencé dès l'année dernière et donc cette année à faire beaucoup de travaux. Et en fait, quand on a fait le bilan de nos opérations, donc on fait des travaux pour avoir des réseaux de meilleure qualité, moins de pertes d'eau, moins de pollution du milieu naturel. Et en termes de gaz à effet de serre, une catastrophe, puisque malheureusement, nos entreprises ne sont pas encore complètement dans les démarches d'avoir des véhicules plus adaptés en termes de recyclage des matériaux. Et donc, on a eu un très mauvais résultat cette année, puisque sur la partie gaz à effet de serre, le fait d'avoir multiplié les chantiers a fait qu'on a eu cet indice-là qui a été complètement défavorable, j'allais dire, dans notre budget vert. Et donc, ça a permis aussi quand même à nos collègues qui travaillent sur le budget vert de se dire, attention, on va peut-être revoir les critères parce que ça ne suffit pas. Et donc, sûrement que la partie gaz à effet de serre est un critère, mais ne doit pas l'être l'unique. Et donc, il faut qu'on change un petit peu de paradigme et de prisme pour cette année qui vient. Et il n'existe pas de référentiel de bilan carbone de chantier? Pas encore. C'est une chose qu'on a regardé à mettre en place. Aujourd'hui, on arrive à avoir des bilans carbone sur les matériaux, par exemple. On a un certain nombre de professionnels qui ont fait ces démarches-là. Par contre, pour les entreprises, c'est extrêmement compliqué et on ne va pas se voiler la face, aussi extrêmement coûteux. Donc, on a pour l'instant choisi de ne pas le faire, même si on l'a en tête et qu'on essaie quand même de faire évoluer les choses par rapport à ça. Oui, parce que l'autre piste à évaluer, c'est les référentiels d'aménagement durable, des critères. Là, on parle de bilan carbone chantier, mais qui ont un coût. Mais quelque part, il faut bien donner les moyens pour arriver à nos objectifs. Si l'objectif, c'est de réduire nos impacts sur les gaz à effet de serre, il faut bien se donner des référentiels et de faire avancer les choses. Comment vous voyez les choses, par exemple, au CSTB? Plusieurs angles. Il y a le premier angle, c'est évalue-t-on correctement les choses aujourd'hui par rapport aux enjeux des décennies à venir. Est-ce qu'on dimensionne les ouvrages par rapport à des conditions climatiques telles qu'elles pourraient arriver de manière assez certaine d'ici 20, 30, 50 ans. Donc, il y a un premier sujet qui est nos référentiels sont-ils adaptés à une forme de résilience et d'adaptation face au dérèglement climatique. Ensuite, il peut y avoir un certain nombre de choses sur l'adéquation entre le produit, sa destination et le choix de la technologie qui peut être utilisée. Donc, ça peut prendre la forme de configurateurs qui permettent de décliner les FDES des produits à l'échelle d'une opération pour outiller aussi les collectivités à faire ces évaluations environnementales. Et puis après, il y a une vraie question, c'est le choix. C'est-à-dire, est-ce que je choisis de faire du neuf, de rénover, avec quelle techno je rénove, avec trancher, sans trancher, parce que tous ces choix-là peuvent avoir des impacts carbone
assez important, et pas que carbone, puisque finalement, quand on intervient en voirie avec une tranchée, on a un impact sur la biodiversité. Donc, il faut être capable de mesurer de manière un peu globale tout ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore dans le régime établi de la certification d'ouvrage, ou du moins de calculatrice prête à l'emploi pour les collectivités, mais on est plutôt en train de travailler côté CSTB à accompagner les collectivités pour, traduire leur ambition politique en matière de développement durable en indicateurs qui permettent ensuite de processer chaque partie de travaux, qu'on travaille à l'échelle de l'aménagement, qu'on travaille en superstructure derrière pour l'urbanisme et la gestion du foncier. Donc, le CSTB se positionne ici dans une logique d'accompagnement et de conseil auprès des collectivités pour les outiller pour répondre à ces enjeux-là. Au niveau de la collectivité, aujourd'hui, chez Est Ensemble, vous avez développé des référentiels spécifiques? Alors, on est en cours de rédaction, en fait, effectivement, d'un référentiel d'aménagement durable qui s'applique aussi bien, par exemple, sur les développements de nos ZAC que d'autres aménagements de renouvellement urbain, ou bien sur les travaux pour lesquels nous avons la compétence, donc d'eau et d'assainissement. Mais c'est encore quelque chose qui est en réflexion. Il a relativement avancé sur la partie aménagement et bâtiment, notamment, sur les zones, mais pas encore beaucoup sur la partie canalisation ou voirie, par exemple. Merci à tous les deux. On voit bien que le choix des matériaux, c'est un sujet qui peut être à la fois sensible, qui est souvent très politique, qui nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup d'informations. Vous l'avez rappelé tous les deux, l'importance de la formation, de l'information, à la fois interne, mais on ne l'a peut-être pas assez dit, mais il y avait aussi ce côté prestataire que vous aviez noté, Christelle. Vos prestataires doivent aussi être au même niveau que vos équipes internes. Donc, merci à tous les deux d'avoir partagé votre retour d'expérience et votre avis sur cette question. Merci une fois encore à Christophe et toute l'équipe d'Idealco de nous avoir hébergés pour cette 6e matinale de l'eau. On vous rappelle qu'on a les 2 prochaines déjà de prévues, le 14 juin sur la valorisation des eaux pluviales et le 15 novembre sur l'autosurveillance. Donc, on ira un peu plus loin sur cette question de l'assainissement à la fin de l'année. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous remercier à vous aussi qui nous avez accompagnés toute cette matinée et assisté à ces différentes plénières et ateliers débats. Merci à monréseau2.fr, à The Shift Project, Est Ensemble et le CSTB donc, pour avoir participé à cette matinale. Et merci à nos sponsors, donc Placement IDAN et Cerib. Très bonne journée à toutes et à tous.